Victor Hugo, sa vie, ses œuvres, suite de la page 147. Le poète, riant sous cape, écoutait impassible. Quand le guide eut achevé son boniment, il remit, sans se faire connaître, un pourboire à celui qui lui faisait avec tant d'assurance les honneurs de sa chambre où il n'était jamais entré. À Notre-Dame devaient succéder 2 autres romans, la Quicongrogne, peinture du Moyen-Âge féodal, et Le Fils de la Bossue. Ces 2 livres annoncés il y a près de 60 ans n'ont jamais été faits. Le roman qui suivit s'appela Les Misérables. On sait maintenant comment Victor Hugo marqua son rang dans tous les genres, à la tête des écrivains de son temps. Ce fut, avons-nous dit, une lutte quotidienne, et pour vaincre, il fallait produire sans cesse, se jeter dans la mêlée et répondre par des coups hardis aux attaques venimeuses de critiques hargneux, injustes, méprisables, tels que Gustave Planche et Dufay ou Dufay. Les morsures de ces reptiles étaient heureusement peu dangereuses, et de ces attaques le poète sortit plus vaillant, plus glorieux. Page 148. Rien de ce qui touche à l'homme n'est resté étranger à cet esprit d'une prodigieuse activité. Les questions d'art et d'esthétique, la religion, l'étude des problèmes sociaux, tout fut par lui envisagé, discuté. Jouissant d'une gloire véritable, devenu le maître d'une littérature et d'une langue qu'il avait renouvelée, pouvant imposer comme une loi ses fantaisies mêmes, il eût pu s'enivrer de son triomphe et déchoir, loin de là. Travailleur opiniâtre, infatigable, acharné, il produisit dans sa maturité et dans sa vieillesse des chefs-d'œuvre supérieurs aux premiers, n'estimant pas que sa tâche fût remplie, puisqu'il lui restait des idées à remuer, des pensées à émettre. Avant de résumer les œuvres de la seconde partie de sa vie, esquissons rapidement son portrait politique. On se rappelle les changements survenus dans ses opinions depuis le royalisme de sa jeunesse. Page 149. Il devint libéral sous Charles X, suivant en cela le courant qui entraînait toutes les intelligences. Or, le bonapartisme apparaissait alors comme une des formes du libéralisme. De là sa part de collaboration à la légende napoléonienne, à l'aide de laquelle il s'efforça quelque temps, il l'a amèrement regretté depuis, d'exciter la fibre patriotique. Une fois détaché de la Restauration, il chanta en 1830 la victoire du peuple tout en pleurant. Sur cette race morte que rapporta l'exil et que l'exil remporte. Quoique devenant l'écho des idées démocratiques, il n'abandonne pas tout à coup le principe monarchique, et l'on retrouve dans son journal des idées et des opinions d'un révolutionnaire de 1830, publié dans l'ouvrage intitulé « Littérature et philosophie mêlées », les hésitations et les progrès de cet esprit. Quelques pensées suffiront. Après juillet 1830, il nous faut la chose république et le mot monarchie. Alors, nous sommes page 149, nous passons à la page 150. Logique. Les rois ont le jour, les peuples ont le lendemain. La République, comme l'entendent certaines gens, c'est la guerre de ceux qui n'ont ni un sou, ni une idée, ni une vertu, contre quiconque a l'âme de ces 3 sortes de choses. La République, selon moi, la République qui n'est pas encore mûre, mais qui aura l'Europe dans un siècle, c'est la société souveraine,
c'est la société, souveraine de la société, se protégeant, garde nationale, se jugeant, jury, s'administrant, commune, se gouvernant, collège électoral. Les quatre membres de la monarchie, l'armée, la magistrature, l'administration, la pairie, ne sont pour cette république que 4 excroissances gênantes qui s'atrophient et meurent bientôt. Très bonne loi électorale. Quand le peuple saura lire. Article 1, tout Français est électeur. Article 2, tout Français est éligible. Si le clergé n'y prend garde et ne change de vie, on ne croira bientôt plus en France à d'autres trinités qu'à celle du drapeau tricolore. Une révolution est la larve d'une civilisation. Les affirmations sont assez nettes si l'on songe que l'avènement de Louis-Philippe était considéré par beaucoup comme la meilleure des républiques, si l'on se souvient surtout qu'en 1830, le Parti républicain se contentait de souvenirs, d'aspirations, et n'avait ni cohésion, ni programme arrêté. Page 151.